Bien, mesdames, messieurs les élus, bonsoir à tous. Il va être 20h, vous savez que cette séance, comme les autres, est retransmise en direct sur le site de la ville, donc nous allons essayer de démarrer dans les temps. Je vais donc demander aux élus de bien vouloir s'installer. Je salue le public présent dans la salle. Voilà. Et donc, je vous demande de désigner comme secrétaire de séance Monsieur Olivier Carré. Personne ne s'oppose à ce choix. Et donc, Monsieur Olivier Carré va faire l'appel. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Jean-François Dardenne. Présent. Hervé Roberti, absent, pouvoir donner à Monsieur le maire. Valérie Lefebvre. Présent. Didier Caron. Présent. Badia Drari. Présent. Claude Robert. Présent. Patricia Richard. Présent. Michel Duplessis. Présent. Ginette de Courtrai. Présente. Olivier Carré, présent. Sonia Viard, absente, pouvoir donner à Valérie Lefebvre. Nicolas Propsy, absent, pouvoir donner à Olivier Carré. Léa Fatmakaya. Présent. Mokhtar Alouache. Marie-Josée Furtado. Elle arrive. Jean-Michel Zakartchouk. Présent. Maria Lagache. Présent. Mehmet Atak. Présent. Malika Kerr. Présente. Nourier Topal. Présent. André Mailleux. Présent. Marie-Claude Decatoire. Présent. Yves Duchâteau. Présent. Annie Dupressoir. Retard, de pouvoir donner à Badia Drari. Nazer Trimba Pépé. Imen Bouarbe. Absente, pouvoir donner à M. Yves Duchâteau. Habib Choc. Présent. Loïc Pen. Présent. Lauriane Leriche. Présent. Pascal Lambert. Présent. Patrice Abran. Présent. Martine Cagnard. Présent. Gilliane Roux. Présent. Alain Petit. Présent. Marie-Josée Fuentes, absente, pouvoir donner à Gilliane Roux. Très bien. Nous allons passer à l'approbation du procès-verbal de la précédente réunion, qui devait avoir eu lieu en mars, si ma mémoire est bonne, qui était l'adoption du budget. 27 mars. Des remarques à ce sujet? On a essayé de retranscrire toutes les interventions des uns et des autres. Je mets aux voix abstention, vote contre. Par principe, abstention, on va dire oui. Ok. Donc, adopté à l'unanimité, moins une abstention. Très bien. Alors, le compte-rendu des décisions, vous avez eu un certain nombre de décisions qui appellent peut-être des questions ou des remarques. Oui, Monsieur Petit. Oui, une petite information sur une décision qui m'a fait un peu sourire d'ailleurs. C'est la 223. L'achat de plaques d'immatriculation, du tiens. Voilà. C'est assez drôle. Oui, d'ailleurs, c'est une décision qui a été annulée puisque j'ai refusé de la signer. Ah d'accord, ah bon, bah ouais. Et donc, logiquement, il devrait y avoir l'annulation avec. Okay. Mais bon, a priori, c'est pas arrivé jusque-là. Non, mais acheter des plaques d'immatriculation vierges, ça m'a paru un petit peu... Ça m'a paru un petit peu olé, et donc j'ai refusé de signer cette décision. Moi aussi, ça m'avait interpellé. Mais, honnêtement, moi je pensais que c'était pour faire des signalétiques, peut-être dans les écoles, je ne sais quoi. Je ne sais jamais, des fois. Non, c'était pour refaire toutes les plaques d'immatriculation des voitures de la ville, mais... Ah, mais il ne peut pas ça. Ouais, puis il y a d'autres priorités. Merci, enfin, effectivement... De toute façon, j'avais l'intention de le dire, mais puisque vous avez posé la question, effectivement, cette décision a été dans un premier temps refusée, puis annulée. Donc je pense que dans un prochain conseil, il y aura l'annulation. Oui, Monsieur Lambert. Merci, Monsieur le maire. Moi, c'était pour revenir en fait sur les décisions 178 et 193. Il y en a peut-être d'autres, mais ça concerne en général les contrats de cession en fait ou les annulations de spectacles suite à la suspension pendant quelques mois des spectacles
sur Nogent. Je voulais juste savoir en fait si pour la saison 2023-2024 il y avait un programme, enfin si le programme vous travaillez déjà dessus, s'il y avait eu déjà des choses d'arrêter et s'il y aurait la possibilité de faire comme avant quand ce sera bouclé un guide pour pouvoir communiquer sur la ville en fait. Parce que là vous anticipez sur une question écrite qui a été posée donc. Ah je sais pas si elle avait été prise en compte en fait. Donc c'est la même question. Bon, on répondra à la question. Mais on peut y répondre à la fin du conseil ou maintenant, comme vous voulez. On va répondre maintenant parce que vous avez posé la question. Je ne sais pas si elle avait été prise en compte. Non, mais il n'y a pas de souci. Donc, effectivement, je ne vais pas refaire l'histoire. On a travaillé, la ville a travaillé et le service culturel ont travaillé pendant un certain temps et avec beaucoup de plaisir avec l'OMCE. Puis l'OMCE se retirant de la vie associative nogentaise. Au moment du Covid, effectivement, plusieurs spectacles ont dû être annulés. Malgré les annulations, on est obligé quand même de payer souvent les coupes plateaux, etc., ce qui a été fait. Et aujourd'hui, pour continuer dans la lignée de travailler avec une association, la ville et le service culturel a signé une convention avec la faïencerie, le théâtre faïencerie de Creil, avec qui nous travaillons depuis un certain temps maintenant pour élaborer une programmation culturelle. Pour l'instant, elle est essentiellement axée sur des spectacles scolaires, parce qu'on on a gardé cette année tous les spectacles scolaires, parce qu'on estime que c'est quand même très important. Donc on a travaillé avec la faïencerie, Patricia Richard avec moi et Philippe Saint-Léger qui est derrière, sur une programmation de scolaire. Donc la programmation doit être présentée le 16 mai. Oui, le 16 mai à toutes les écoles de Nogent. Elle a déjà été présentée au service des affaires scolaires la semaine dernière. On a quand même demandé à Joséphine Chéco, qui est donc la directrice de la faïencerie, de nous proposer quelques spectacles tout public. Donc pour l'instant, il y en a 2 ou 3 de programmés. Ça sera soit au Château des Rochers, soit dans d'autres endroits de la ville. Par exemple, il y a un spectacle qui s'appelle Les Basketteuses de Bamako. Et Basketteuses de Bamako au Château des Rochers, franchement, ça avait ni queue ni tête. Donc, je sais que Philippe est allé visiter un lieu cet après-midi avec elle. On leur avait proposé le gymnasium aussi. Donc voilà, tout ça c'est en route, il n'y a pas de souci. La programmation, le guide, le guide des spectacles sera intégré dans le guide de la faïencerie. Nous, avec le service communication, on fera vraiment un travail exigeant pour que les spectacles proposés aux Nogentais soient indiqués dans le MAG. Je rappelle aussi que les Nogentais, grâce à cette convention signée avec la faïencerie, ont un tarif spécifique. S'ils veulent aller voir des spectacles à la faïencerie, ça, il faut quand même... Ça, c'est pareil, je pense que ça fera partie d'un petit encart dans le MAG, parce que je ne suis pas certaine que tous les Nogentais le sachent. Un bon nombre le savent, parce que on en rencontre régulièrement au spectacle donné à la faïencerie, mais bon, voilà, au moins on aura précisé les choses. Et puis après, il y a d'autres entités qui... pourront proposer et qui proposent déjà des spectacles dans le Château des Rochers. Donc voilà, après il y a du travail aussi avec le fer à coudre, avec des associations. Enfin voilà, je pense que le travail, en tout cas la programmation culturelle, elle est en cours et
des spectacles seront proposés aux Nogentais. Voilà. D'accord, merci pour toutes ces précisions. Le tarif négocié, c'est le tarif avec carte AXO ou c'est encore un autre tarif différent? Non, c'est le tarif. Enfin, alors là, est-ce que c'est le pass AXO? Je ne sais pas. D'accord. Je ne sais pas. Je sais qu'il y a c'est un tarif spécifique. Alors, en fonction aussi des spectacles, hein, parce qu'à la faïencerie, ils ont aussi un tarif par sorte de spectacle, pardon. Maintenant, c'est un tarif spécifique pour les villes de l'AXO qui ont une convention avec la faïencerie. On n'est pas les seuls. Hein. Ce sont les villes partenaires, oui. On n'est pas les seuls. Hein, donc, voilà. Et mince, je voulais rajouter quelque chose, mais j'ai oublié. Philippe, est-ce qu'on doit ajouter quelque chose ? Oui, il y a aussi, oui, bien sûr, il y a aussi, en fait, la convention de départ avec la faïencerie, et c'est ça qui nous a amené à ce travail plus approfondi avec eux, c'est que depuis 5 ans maintenant, 5 ou 6 ans même, peut-être bien que c'est la 6e édition cette année, on avait une convention avec eux pour le festival Mosaïque. Donc voilà, il y a aussi Mosaïque qui vient à Nogent. Cette année, je ne vais pas tout dévoiler, mais c'est un superbe spectacle qui aura lieu le dernier week-end de septembre. Donc voilà, il y a de la culture à Nogent, pas toujours au Château des Rochers. Et moi, je trouve que c'est très bien que ce ne soit pas toujours au Château des Rochers. Il y a d'autres salles dans cette ville qui peuvent très bien servir au spectacle. Par exemple, les scolaires, ils vont aussi à la médiathèque. Enfin, voilà, il y a vraiment de quoi faire. Et puis aussi, le Château des Rochers va être en travaux du mois d'août au mois d'octobre-novembre. Donc, voilà. On y fait des choses aussi dans ce château. Voilà. Ok. Mais c'était aussi le but de la mutualisation, justement, du programme culturel avec la faïencerie. Bien sûr. Et toutes les villes alentours. Bien sûr. Merci. De rien. Oui, allons-y. Alors moi, ça concernait la 169. Donc, contrat d'une durée d'1 an reconductible pour la prévention et notamment pour la dératisation et la désinsectisation des bâtiments communaux. Mais je voulais savoir s'il y avait quelque chose qui était prévu au niveau de la ville. Parce qu'il y a un certain nombre de quartiers où apparemment, nous avons été un petit peu alertés sur il y aurait des sur rats. la présence de rats. Alors, monsieur Particulièrement. Caron va vous répondre. Il faut savoir qu'on travaille avec l'AXO. Oui, c'est ça. C'est-à-dire le donneur d'ordre, c'est l'AXO qui mandate après Suez pour faire la dératisation, on va dire, des quartiers. En général, on essaye de faire en sorte qu'on couple la dératisation avec les bailleurs, parce que voilà. Mais sans ça, tout ce qui est, on va dire, parc et jardin, enfin tout ça, c'est l'AXO. Et effectivement, il y a une recrudescence de rats. Et on est effectivement alerté chaque semaine pour. Et il n'y a pas que les rats en plus. Il y a aussi chez des bailleurs des problèmes de punaises et tout ça. On est constamment en relation avec eux pour essayer effectivement d'avoir des démarches qui soient efficientes, et c'est pas facile. Pas facile. Voilà. Nuisibles étant les rats, les pigeons aussi. Ah oui, les pigeons, oui, effectivement. Et donc, il y a il faut sans cesse remettre l'ouvrage sur le métier. Et donc, on a bien conscience. Alors, effectivement, dès qu'on fait des travaux et qu'on touche au sol, ça fait remonter les rats, notamment. Et donc, c'est pour ça que des fois, on envoie des beaux spécimens traverser qui la place des Trois-Rois, qui l'avenue du 8 mai. Voilà. J'ai même vu un renard faire une poubelle à Nogent-sur-Oise par un soir d'hiver. Et on avait également repéré un sanglier rue des Frères Perrault. Juste pour votre en fait, ils viennent. Oui, excuse-moi Didier. Il y a surtout aussi présence de ce type de nuisibles dans les. Il faudrait qu'on interpelle la SNCF, parce que dans tout ce qui est talus SNCF, là, il y a de la faune. Là.
Oui, juste pour votre info, il n'y a pas que des animaux nuisibles. J'ai fait un échange de parcelles cette semaine avec Monsieur Elie concernant le marais Morois. Il m'a fait voir une photo qu'il avait prise le matin. Il y avait 3 biches dans son... Donc ça, c'est chez Vautrin. Voilà. Il y a des biches qui... Comme quoi, voilà. Ça, c'est encourageant, par contre. Là où il y aura le futur marais Morois. Je reconnais là votre sens de la poésie, Monsieur Caron. Oui, j'ai tout Vous nous parlez de biches quand on parle de nuisibles. Très bien. D'autres questions? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Donc c'est pour la décision 247, un abonnement de 12 mois pour différents prestataires sur la ville. J'aurais voulu savoir quel était le type de prestataire. Alors, 47. Pour les prestations. Abonnement de 12 mois conclu avec différents prestataires pour les services de la ville. Ce sont des abonnements genre médiathèque, ça, ou revues diverses et variées? Parce qu'effectivement, la décision n'est pas très explicite. C'est Monsieur Castellanos qui est notre documentaliste archiviste. Donc ça passe par lui. Donc je suppose que c'est un. Je suppose que c'est un certain nombre de revues. Courrier des maires. Ah bah voilà. Gazette des communes. Donc plutôt des documentations techniques liées aux collectivités. Je vous en prie. D'autres questions? On n'en voit pas. Merci. Donc nous allons rentrer dans l'ordre du jour de ce conseil qui comprend, comme vous avez pu le remarquer, 13 points. Le premier point concerne les sports et donc il s'agit d'un objet qui s'appelle un terrain 3-3 dans le quartier des Granges, et donc c'est monsieur Olivier Carré qui va nous la présenter. Oui, donc il s'agit de la dénomination d'un nouveau terrain sportif 3-3 basket dans le quartier des Granges. En réalité, il s'agit de 2 terrains de basket 3-3, puisque ce sont 2 terrains qui sont face à face et qui permettent d'avoir un terrain unique, mais sinon ce sont 2 terrains 3-3 et aussi un terrain de foot, puisque nous avons fait le choix, étant donné que nous avions de l'espace, de faire 2 terrains pour le basket et terrain pour le foot. Alors voilà, ce terrain sportif basket 3-3 a été créé donc dans le quartier des Granges, juste à côté du gymnase. Vous pouvez le voir d'ailleurs depuis le mois d'octobre, il est sorti de terre, beaucoup de jeunes s'y rendent. Il sera d'ailleurs inauguré ce samedi 13 mai. Il sera inauguré à partir de 11h. Et donc il conviendrait de lui donner un nom en partenariat avec le club de basket de Nogent. Karim Souchu serait le nom choisi. Alors Karim Souchu, c'est en fait un ancien joueur de basket de Nogent qui a été formé au club à l'âge de 15 ans. Il a après suivi une carrière professionnelle. Et il est revenu au club de Nogent pour entraîner les jeunes, les U18 et les seniors filles en 2019. Et malheureusement ou heureusement pour lui, il a été appelé par l'équipe de France, puisqu'il entraîne à présent l'équipe de France féminine et masculine du basket 3-3, les féminines qui sont d'ailleurs championnes du monde. Donc voilà. Donc en plus de ses fonctions au sein du basket de Nogent, donc il est donc sélectionneur, entraîneur des équipes, et le basket 3-3 étant une discipline olympique. Voilà. Donc il est demandé au conseil municipal de dénommer le terrain basket 3-3 situé à l'allée Phileas-le-Bègue en terrain 3-3 Karim Souchu. Voilà. Et donc bravo à monsieur Karim Souchu de porter haut les couleurs de son sport et à travers son sport de la ville de Nogent-sur-Oise. Et il sera d'ailleurs présent ce samedi à 11h pour l'inauguration. Et donc les élus doivent se préparer, il y aura un concours de panier. Nous allons tester votre adresse. Je mets aux voix. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Bon, on va dire unanimité. Ah. Il y a un technicien informatique. Oui. Très bien. Alors le deuxième point concerne la communauté d'agglomération Creil Sud-Oise qui a vu
donc débarqué, comme il est de coutume dans toutes les collectivités, ça arrive à tout le monde, la Chambre régionale des comptes, dont le siège est à Arras, donc qui est venu, on va dire, auditer les comptes et aussi un programme précis qui est la rénovation urbaine et l'îlot, la ZAC dite multisite autour de Gournay-les-Usines. Et donc ce rapport a fait l'objet d'un rapport provisoire qui a recueilli les remarques du président de l'AXO, de l'autorité territoriale, monsieur Jean-Claude Villemain. Ensuite, c'est devenu un rapport définitif. Et comme le rapport est maintenant définitif, il faut que chaque conseil communal, les 11 communes, doivent prendre en compte ce rapport. Il n'y a pas de vote, c'est prendre acte ou on fait un vote? Oui, prendre acte. Il s'agit de prendre acte de ces rapports. Alors, on en a pris acte en conseil communautaire, mais il faut dire qu'il n'y a pas eu grand débat. Donc, moi qui aime bien les débats, je vais donc vous présenter rapidement les 2 tomes. Alors, c'est 2 tomes. Le premier tome concerne donc les opérations d'urbanisme autour du secteur Gournay-les-Usines. Il faut savoir que dans le cadre de l'ANRU, chaque ville avait son plan ANRU. Nogent-sur-Oise, dans le cadre de l'ANRU 1, on a eu 2. C'était la commanderie quartier des Rochers et c'était Aubier-Grange. Creil a eu le plateau de Creil, Montataire a eu les Martinets, etc. Et donc il y avait un programme qui concernait l'AXO, l'intercommunalité directement, c'était le quartier Gournay-les-Usines. Avec donc la création d'une zone d'aménagement concerté, c'est-à-dire une ZAC multisite, qui a permis de coordonner la rénovation de 7 îlots répartis au sein de ce quartier. Donc c'est la rue des Usines, je ne vous fais pas un plan, vous voyez de quoi on parle. Donc c'est un programme qui a démarré en septembre 2007, la convention a été signée, mais il faut savoir que ce programme, dite de la ZAC multisite, a pris du retard à cause des difficultés contentieuses, notamment avec le propriétaire privé du lycée Gournay. Et puis, ajouter à cela des difficultés de commercialisation des terrains qui étaient destinés à la promotion privée. Et donc, la Chambre a considéré, je lis le rapport, que l'AXO a fait preuve d'une insuffisante rigueur en s'engageant dans un traité de concession à la nature juridique discutable et dont l'économie générale était largement en sa défaveur. Bon, ça s'appelle un coup de bâton sur les doigts. Et donc, comme l'opérateur qui gérait cette ZAC multisite ne donnait pas satisfaction, en juillet 2017, ça a été repris en régie. Et donc, à partir de ce moment-là, quand ça a été repris en régie, la Chambre note que les choses se sont un peu accélérées. Il y a donc eu un total de 234 logements qui ont été livrés, notamment logements sociaux. Par contre, sur les logements, on va dire, intermédiaires et privés, à l'heure où la Chambre est passée, il n'y avait pas encore de logements qui étaient sortis de terre. Il y a eu à un moment donné un frémissement avec des promoteurs, mais il faut savoir qu'actuellement, la situation de la promotion immobilière privée en France est catastrophique, à tel point que... si vous avez vu les infos comme moi, des opérateurs publics type CDC Habitat sont mobilisés pour faire sortir des programmes qui sinon n'auraient aucune chance d'aboutir. Et donc sur le plan financier, ça a entraîné une perte de recettes puisque les recettes ont été de 13,2 millions au lieu de 18,9 attendus. Et les dépenses par contre cumulées se sont élevées à 37,5 millions au lieu de 30 millions prévus. Et donc la Chambre finit sur une note positive en expliquant que la prochaine gare dite double face et le raccordement de la ville de Creil au réseau grande vitesse jusqu'à Roissy va créer une dynamique dans ce secteur. J'en parle parce qu'évidemment ça fait partie de Gare Cœur d'Aglo et dans Gare Cœur d'Aglo on a le secteur nogentais de
du Cernam, enfin de l'ancien Cernam, là où se déroulent les opérations de ferroutage de la SNCF, qui est concerné également. Donc ça, c'était, on va dire, la partie rénovation urbaine. Donc la Chambre fait une recommandation là-dessus, c'est-à-dire d'élaborer, en vue de présenter au Conseil communautaire, un compte-rendu d'activité actualisé, opérationnel et financier, de cette fameuse ZAC de Gournay-les-Usines. Bon, vous avez vu que les choses bougent sur l'ancien lycée Gournay. Il y a eu des programmes qui sont sortis ici et là, mais le programme n'est pas finalisé. Et donc, il va falloir qu'au niveau de l'AXO, il y ait des points assez réguliers qui soient faits sur ce point. Le tome 2, puisque c'est comme ça que parle la Chambre régionale des comptes, c'est pas moi, le tome 2 avait trait à la gouvernance, à l'exercice des compétences et à la situation financière de l'Oise. Bon, alors évidemment, ça fait 50 pages, je ne vais pas tout vous présenter. Ce qui m'a intéressé, c'est le paragraphe 3, qui doit faire débat, qui fait débat entre certains élus, sur l'exercice des compétences qui doit tendre vers une plus grande intégration. Et donc le débat que je porte, notamment au Conseil communautaire, sur ce qu'on appelle le coefficient d'intégration fiscale. Et donc la Chambre note un niveau d'intégration communautaire encore faible, avec une mutualisation, on en parlait, aux ambitions mesurées, qui peinent à se concrétiser, qui se concrétisent de manière récente, un niveau modeste d'intégration fiscale, et un pacte financier et fiscal toujours absent. Le pacte financier et fiscal, donc ça va nous occuper, puisque ça fait l'objet non pas d'une recommandation, là on est au niveau supérieur, puisque c'est une obligation, donc ça fait l'objet du rappel au droit numéro 2. Adopter un pacte financier et fiscal en application des dispositions de l'article L. 5211-28-4 du Code général des collectivités territoriales. Donc la Chambre régionale des comptes rappelle à l'autorité territoriale, au président de l'AXO, qu'il doit mettre en place ce pacte financier et fiscal. Plus, il y a 3 autres appels au droit, mais il y en a un qui concerne notamment des aspects très techniques et comptables, je ne vais pas insister. Et alors, sur ce pacte financier et fiscal toujours absent, sur ce rappel au droit, il est dit que le pacte financier et fiscal, c'est un outil de gestion intercommunale prévu par l'article que j'ai cité, qu'il vise à analyser les capacités budgétaires disponibles afin de réaliser des projets communautaires structurants. Il s'articule avec le projet de territoire et le schéma de mutualisation en identifiant les modalités de mise en commun des moyens financiers et fiscaux du bloc communal. Sur l'ensemble de la période passée sous revue, l'AXO n'a jamais adopté de pacte financier et fiscal alors qu'il s'agit d'une obligation. La Chambre souligne qu'au-delà de l'exigence légale qu'elle constitue, l'élaboration d'un tel pacte serait de nature à accroître la solidarité financière au sein du bloc communal et à donner les moyens nécessaires à l'établissement pour développer ses projets structurants. Ce à quoi le président de l'EPCI, M. Villemain, a répondu que les études nécessaires à la définition d'un pacte financier et fiscal seront réalisées à la fin de l'année 2022. C'est écrit. Pour l'instant, on n'a pas vu. Et il anticipe une éventuelle approbation de celui-ci au 3e trimestre de l'année 2023. 3e trimestre de l'année 2023, c'est d'ici fin septembre. Donc je pense que l'adoption de ce pacte fiscal et financier va être à l'ordre du jour. Et la position nogentaise est d'aller dans le sens d'une dotation. Alors, il existe un outil qui s'appelle la dotation de solidarité communautaire, puisqu'effectivement, il faut savoir que l'histoire fait que certaines communes ayant eu beaucoup d'implantations, de grosses entreprises industrielles, ont généré beaucoup de taxes professionnelles, et d'autres moins, et puis que les petites communes
Je pense notamment à celle de Cramoisy, dont le maire nous alerte régulièrement. Les autres petites communes, comme Cramoisy, qui lui a pris la ville avec un certain endettement, il n'arrive pas à sortir un projet de l'ordre de 20 ou 30 000 euros, quoi. Donc il faudrait qu'on puisse aller dans le sens d'une solidarité financière, qui fait renâcler certains, puisqu'ils considèrent que ça viendrait pomper, entre guillemets, leur propre attribution de compensation. Mais ce débat est devant nous, je ne veux pas le faire ici, mais en synthèse, voilà ce que je voulais dire sur la présentation de ce rapport de la Chambre des comptes, puisque, évidemment, il pointe du doigt toutes ces choses qui vont nous occuper à l'Axo. Des remarques là-dessus, des réactions? Je n'en vois pas. Est-ce qu'on prend acte de ce rapport? Oui. Eh bien, on transmettra ça à l'Axo. Le point suivant concerne une cession de parcelles. Oui. Et c'est moi. C'est Didier Caron. Oui. Oui, donc c'est une délibération qui concerne une cession de parcelles située allée Georges Bizet. Nous avons été saisis par monsieur et madame Adini afin d'acquérir une partie de parcelles cadastrées BO 770P, jouxtant leur propriété dans le but de régulariser pour partie leur occupation de ce terrain, c'est-à-dire qu'ils l'occupaient déjà. Voilà. L'emprise foncière a cédé de 155 mètres carrés, excusez-moi. Il est convenu que monsieur et madame Adini prennent à leur charge les frais de géomètre, l'arrachage de la haie existante et la dépose de la clôture, et la fourniture et la pose d'une clôture entre la propriété de la ville et celle de monsieur et madame Adini, avec la pose d'un mur de soutènement. Dans ce cas, donc, le service des domaines a été saisi. Ce dernier a estimé la valeur vénale à 5 760 €. Par conséquent, le prix de cession d'un montant de 5 184 €, donc ça c'est avec l'application de la marge d'appréciation de 10%, a été accepté par monsieur et madame Adini. Il est précisé que les frais de notaire resteront à la charge de la ville. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver la cession d'une partie de la parcelle cadastrée BO 770P située à Nogent-sur-Oise, 6 allée Georges Bizet, d'une superficie de 155 mètres carrés pour un montant de 5 184 € aux conditions énumérées ci-dessus, et d'autoriser monsieur le maire ou le troisième adjoint à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Voilà, donc Georges Bizet, on est du côté des coteaux, dans ce quartier, il faut le dire, un peu biscornu quand même, au niveau des voiries, etc. Pas de vote contre, pas d'abstention. Adopté. Ensuite, c'est André Mailleux pour... Alors, il y a deux délibérations qui concernent, on va dire, des changements de marginaux au niveau des noms. Propriétaires. Ouais. Vas-y, André. Oui, c'est la modification de la délibération du 2 mars, session des 18 rue Marcel Deneux. Par délibération en date du 2 mars 2023, le conseil municipal a approuvé la cession de l'ensemble immobilier situé 18 rue Marcel Deneux, à Nogent-sur-Oise, au profit de M. Saturne Kevin. À ce jour, M. Saturne Kevin informe les services de la ville de son souhait d'acquérir cet ensemble immobilier, non plus à son propre nom, mais au biais de son fils, M. Saturne Olivier. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la modification de la délibération du 2 mars 2023, approuvant la cession à l'ensemble immobilier situé 18 rue Marcel Deneux, à Nogent-sur-Oise, au profit de M. Saturne Olivier, d'autoriser M. le maire ou le troisième adjoint à signer toutes les pièces référentes à ce dossier. Oui, alors, monsieur Satuc ne possède pas d'anneau, monsieur. Pardon ? Je disais que monsieur Satuc, puisque tel est son nom, ne possède pas d'anneau, et c'est pour ça qu'il ne faut pas l'appeler monsieur Satuc. Saculte ? Satuc. Saculte, d'accord. En fait, c'est un changement de générationnel, c'était le père qui l'a acheté. C'est le père qui le donne à son fils Olivier, ouais. Mais je pense que c'est les Jeux Olympiques qui ont dû vous inspirer, les anneaux. Bon, sur ce point, pas de vote contre, pas d'abstention. Adopté. Le point suivant, c'est un peu du même ordre, mais c'est Nazer Timba Pépé, notre bel orateur de la commémoration de l'abolition de l'esclavage et des traites d'hier,
qui va nous la présenter. Alors la délib porte sur la modification de celle adoptée le 27 mars 2023, et portant sur une session, une fois de plus. Donc par délibération citée en référence, en date du 27 mars 2023, le Conseil municipal a approuvé la cession de l'ensemble immobilier situé 72 rue du Général de Gaulle à Nogent, au profit de Madame Rabi Fatima. À ce jour, cette dernière a informé les services de la ville de son souhait d'acquérir cet ensemble immobilier, non plus en son nom propre, mais par le biais de toute autre société qu'elle substituerait. Il est demandé donc au conseil municipal d'approuver cette modification, portant sur la cession de l'ensemble immobilier situé 72 rue du Général de Gaulle à Nogent-sur-Oise au profit de Madame Rabi Fatima ou toute autre société qu'elle substituerait. D'autre part, d'autoriser Monsieur le maire ou le troisième adjoint à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. Merci notre griot, Monsieur Nazer Simba Pépé, pour cette présentation. Pas de vote contre, pas d'abstention. Donc il s'agit de ce qu'on appelle le pavillon breton. Là. On avait déjà délibéré là-dessus, sauf que là c'est le changement de nom. Vous voyez ce que c'est là, la petite maison dans la prairie. Très bien. Ce qui me choque un peu, c'est le fait qu'il n'y ait pas de nom de société ou je ne sais quoi. C'est assez étonnant. On ne sait pas qui c'est d'ailleurs. Ben moi j'ai reçu cette personne. Donc en fait elle va commercialiser petit à petit les choses. Mais bon, elle prend son temps. C'est un peu une investisseuse qui prend son temps, quoi, qui a du temps. Mais bon, ça va bouger. Elle est censée faire des travaux également. Ah ben on veille au grain, oui. C'est ce qu'on lui a demandé. Tout à fait. On l'a reçu, je l'ai reçu quand, je sais plus, il y a 6 mois on l'avait reçu. Bon, c'est une dame qui a priori apparaît comme étant sérieuse et cohérente dans son projet. Hein. Mais on va suivre ça, effectivement. Je vous permets tout ce que vous voulez, monsieur Petit. Donc je mets aux voix, et donc une abstention, 2 abstentions, 3, oui, parce qu'il y a un pouvoir, oui, pardon. 3 abstentions pour adopter. Nous passons au point relatif à la commande publique. Alors le premier point concerne les tarifs du marché hebdomadaire pour l'année 2023. C'est monsieur Mehmet Atak. Bonsoir à toutes et à tous. Tout à fait, cette délibération concerne donc les tarifs du marché hebdomadaire 2023. L'exploitation du marché d'alimentation hebdomadaire résulte d'un contrat de concession signé le 18 mars 2008 avec la société Les Fils de Mme Géraud. En application de l'article 23 de cette convention, modifié par l'article 6 de l'avenant numéro 1 du 4 mars 2011, les tarifs des droits de place doivent être actualisés chaque année afin de tenir compte en recettes de l'évolution des charges pesant sur l'exploitation. L'absence de cette réactualisation ouvre droit pour le délégataire à l'obtention d'une compensation financière équivalente au manque à gagner résultant majoré des intérêts en retard. La dernière augmentation de tarifs date de 2022. Par courrier reçu le 17 mars 2022, le délégataire a ainsi adressé sa demande de réactualisation à la collectivité. Réglementairement, la Fédération nationale des syndicats des commerçants des marchés de France a été saisie de manière consultative par courrier avec accusé de réception en date du 18 avril 2022. Cette dernière a répondu par courrier du 2 mai 2022 dans lequel elle a émis des remarques relatives d'une part à la compétence exclusive du conseil municipal dans l'arrêt des modalités de révision des droits de place et d'autre part aux différences de modalités s'appliquant aux abonnés et aux volants. La ville applique le premier point et se conforme aux termes du contrat de délégation passé concernant le second point. Ces remarques seront transmises aux délégataires. Il est donc demandé au conseil municipal de réactualiser les tarifs du marché d'alimentation hebdomadaire
de la place des Trois-Rois, comme demandé par le délégataire, par une augmentation de 4,38% suivant le calcul de revalorisation indiciaire du délégataire en vertu de l'article 23 du contrat de concession, modifiant les tarifs au montant suivant: 1,40 € hors taxe pour les commerçants abonnés, un supplément de 32 centimes hors taxe par mètre linéaire pour les non-abonnés, et un montant minimum de règlement par chèque pour les abonnés, à savoir 124,67 € hors taxe. Cette nouvelle grille entrera en vigueur dès son adoption. Ça, c'est un exercice récurrent qui consiste à tous les ans remettre à niveau les tarifs, même si ce marché doit faire l'objet d'une attention particulière quant à ses commerçants, ses abonnés et ses non-abonnés. Et donc, c'est pas forcément simple tous les jours. Voilà. Mais bon, il a au moins le mérite d'exister. Mais il faut sans cesse booster les affaires. Donc, sur cette délibération, pas d'abstention, pas de vote contre. Adopté. Alors, nous arrivons maintenant aux deux délibérations concernant la petite enfance. Avant de démarrer mon propos, je voudrais, et de présenter la première délibération, je voudrais, vous le savez, nous avons évoqué le 6 juillet, si ma mémoire est bonne, 2022, la possibilité d'étudier la mise en place d'une gestion déléguée. C'était il y a un peu plus de 10 mois. Nous sommes arrivés au terme d'un travail qui fait qu'aujourd'hui, nous allons vous présenter les conclusions de ce travail. Donc, je voudrais remercier avant toute chose, déjà parmi notre personnel, parce que pendant ces 10 mois, évidemment, on n'est pas resté les bras croisés, il y a eu beaucoup de travail. Donc je voudrais remercier les services sous l'autorité du directeur général, monsieur Dizangremel. Salut Marie. Je voudrais remercier donc le service, ils sont derrière moi, notamment monsieur Yafouin et madame Boualam pour le service on va dire juridique et commande publique, et j'y associe les services de madame Hamon. J'associe les services techniques qui ont aussi eu un rôle d'expertise dans les surfaces et les besoins. Et puis, bien évidemment, madame Christelle Bernard, qui a beaucoup travaillé. Alors, je ne la vois pas, elle n'est pas là, je pense. Mais que je salue et que je remercie. Et puis toutes les personnes autour du CCS qui se sont impliquées également dans ce dossier, ainsi que les élus qui m'ont accompagné dans le cadre de ce qu'on appelle la CDSP, la commission de délégation de services publics, puisqu'on a eu quelques réunions. Alors, en ce qui concerne la concession, la délégation de services publics qui va prendre une forme de concession de services pour la gestion du service public d'accueil des jeunes enfants, des multi-accueils, Croque Sourire et Cap Canaille. Et donc on est dans l'approbation du choix du délégataire. Je rappelle l'existant. Je rappelle vite fait l'histoire. L'histoire, c'est qu'à l'époque, on a une association de gestion de la crèche et de la halte garderie de Nogent-sur-Oise, association à 1901, qui, à la fin du siècle dernier, alors je dis ça, ça veut paraître loin, mais c'est le cas, au début des années 2000, peut-être, plutôt, est donc passé en régie communale. Et donc nous nous sommes interrogés, eu égard aux derniers enjeux que j'ai listés, sur la possibilité de passer cette gestion en régie directe communale en délégation à un opérateur autre que la collectivité, même si, et je le redis, je sais que ça va venir dans le débat, mais je le dis pour commencer, il ne s'agit pas d'une privatisation, parce que M. Abran, lors de la toute commission préparatoire, a évoqué ce terme à nouveau. Je rappelle qu'il s'agit d'une délégation de service public. Le service public de l'enfance à Nogent-sur-Oise existe et existera toujours. Et donc il propose notamment des solutions en termes d'établissement d'accueil du jeune enfant,
des solutions en termes de RPE, relais petite enfance, c'est-à-dire un endroit où se concentrent les assistantes maternelles, on va dire, et puis un réseau d'animation de ces assistantes maternelles. Et puis j'y ajoute moi personnellement les dispositifs qui ont vu le jour il y a quelques années, qui concernent la scolarisation des très petits, ce qu'on appelle les très petites sections. Vous savez qu'on a 2 classes TPS dans notre commune, et puis également la classe passerelle. Donc pour moi, tout ça fait partie de ce que j'appelle le service public de l'enfance. Alors pourquoi nous avons été amenés à, on va dire, après avoir soutenu et plutôt encouragé la mise en régie directe, pourquoi nous sommes amenés à un peu changer de cap, parce qu'on l'a dit clairement et on l'assume. On a essayé dans cette délibération de vous faire toucher du doigt les enjeux du secteur et la nécessité de s'adapter. Alors le problème numéro 1 dans ce secteur, c'est le manque, la pénurie de places d'accueil. Cette pénurie de places d'accueil est telle que les gouvernements courent et ont tous leur propre solution miracle pour créer des nouvelles places. Le dernier plan en date, qui a été évoqué par le gouvernement actuel, c'est 200 000 places supplémentaires d'accueil de la petite enfance. Sauf que ça ne se décrète pas comme ça. Alors, pour être plus local, j'ai regardé la dernière fiche INSEE sur la ville de Nogent-sur-Oise. Il faut savoir que Nogent-sur-Oise est une ville jeune, je disais ce matin, je ne sais plus qui. La part des habitants qui ont entre un jour, on peut faire le débat sur un treuil, entre un jour et 44 ans, est de 60% à Nogent-sur-Oise. Plus de 60%. Donc, et la part des 0-14 ans, c'est plus de 5000 enfants. Il y a plus de 25% de la population nogentaise, 5000 enfants, ça fait 25%, un peu moins, c'est 24 et des briquettes % de la population nogentaise qui a moins de 14 ans. Donc ça c'est un signal fort. Et donc on peut estimer que la population des enfants de moins de 3 ans à Nogent-sur-Oise, c'est de l'ordre de 1300 enfants. Ça, c'est le premier point. Nous sommes dans un département qui bénéficie, pour le meilleur, mais parfois pour le pire, de l'attraction parisienne. Donc nous sommes sur des demandes et des demandes de places, de solutions d'accueil de la petite enfance assez fortes. Il y a des disparités au niveau national. Je crois que l'offre, c'est 14 places pour 100 enfants en moyenne. Mais à Paris, par exemple, l'offre, c'est 51 places pour 100 enfants. Donc nous, on se situe quelque part dans l'offre, c'est entre 20 et 27 enfants, si j'ai bien lu. Pour être tout à fait concret, il faut savoir que la commission d'attribution des places a commencé à se réunir récemment et à étudier les demandes. Hein. Bon, alors il faut savoir que chaque année, évidemment, les petits deviennent moyens, les moyens deviennent grands et les grands vont à l'école. Donc il y a en gros l'existant, donc c'est sur Croque-Sourire, c'est 65 places. Sur Cap-Canaille, c'était 35 à l'origine, qui sont devenus 25 plus 10, puisque c'est créé à l'intérieur une crèche dite familiale, il y a un autre dispositif, qui sont redevenus à ce jour 28 places. Donc sur ces 2 établissements d'accueil du jeune enfant, c'est 65 plus 28. D'accord ? Et donc il faut savoir que sur ces deux, alors je ne parle pas de la halte garderie du quartier des Rochers, puisque celle-ci n'est plus en fonctionnement, du fait de locaux qui ne sont pas adaptés et qui font qu'on ne peut pas accueillir dignement des enfants dans ces conditions-là. Donc en fait, on a 65 plus 28 places et on avait donc ça c'est le stock, et on avait un flux de 35 places disponibles pour la prochaine rentrée, je parle, puisque nous gardons
la décision en matière d'inscription et de sélection des candidats. Et il faut savoir que pour ces 35 places, on a eu 116 demandes. Donc, vous voyez, on est dans un rapport de 1 à 3. Ça veut dire que là, on frise la centaine de places. Si on suit tout ce que je viens de dire, etc., si on voulait être bien, il faudrait qu'on crée à Nogent-sur-Oise 300 places d'accueil. Donc ça, c'est la première difficulté, c'est une pénurie importante de places d'accueil et de solutions, entre guillemets, de garde pour les parents, notamment dans les structures collectives, les établissements d'accueil de jeunes enfants. En plus, il y a une législation très précise, parce qu'on est dans un secteur qui est quand même très réglementé, et heureusement, on aura peut-être l'occasion de parler de l'actualité, de ce que les Nogentaises et Nogentais entendent et voient sur les chaînes de télévision, on va dire d'information continue, sur les rapports de l'IGAS notamment. Mais il faut savoir qu'il y a des contraintes de personnel qualifié au sein du personnel. Par exemple, il faut 40% de personnel dit de catégorie 1. Donc ça, ce sont les auxiliaires de puériculture et les éducatrices de jeunes enfants. Les personnes que nous, on appelait agents sociaux jusqu'à maintenant et qu'on appelle auxiliaires de la petite enfance, qui disposent d'un CAP petite enfance, elles sont considérées dans la catégorie 2. Et donc le minimum qu'on doit respecter, c'est 40-60. Il faut savoir qu'à Nogent-sur-Oise, même en régie, on respectait, puisqu'on était au-delà de 50 au niveau des personnels de catégorie 1. Mais il faut savoir que cette réglementation, notamment, fait qu'il y a structurellement, parce qu'en France, il y a 16 000 établissements d'accueil du jeune enfant, et il y a 470 000 places. Mais structurellement, il y a plus de 9 000 places, près de 10 000 places qui sont fermées. Parce que de plus en plus de structures n'arrivent pas à trouver du personnel qualifié suffisamment. Et donc dans ces cas-là, la règle, c'est qu'on ferme. C'est-à-dire qu'on n'ouvre pas des places en crèche si il n'y a pas un minimum de personnel. Et donc le personnel minimum, alors il faut savoir que notre crèche Croque-Sourire, 65 places, c'est considéré comme une très grande crèche. Alors que Cap-Canaille, 28 places, pardon, c'est une, on va dire, c'est une crèche moyenne. Hein. Donc dans les 16 000 établissements existants, il y a entre 6,5 et 8% de l'effectif total de professionnels auprès des enfants qui manque. L'autre solution de garde, c'est les assistantes, ce sont les assistantes maternelles. Il faut savoir qu'en France, il y a 160 000 départs d'assistantes maternelles qui sont programmés. Il y en a 290 000 en France. Il y a 160 000 assistantes maternelles qui vont partir, et la plupart à la retraite, dans les années qui viennent. Ça veut dire que le choc de la demande de place, on peine à combler, et puis la pénurie de personnel qualifié, plus le départ à la retraite des assistantes maternelles, fait que dans ce secteur de la petite enfance, ça va devenir très très compliqué. Donc les normes d'encadrement, je l'ai rappelé également, c'est les normes que chacun doit respecter. C'est un encadrant pour 5 enfants qui ne marchent pas. Généralement, c'est les moins de 2 ans. Et un encadrant pour 8 enfants qui marchent. Il y a une réforme qui s'appelle la réforme Norma qui a introduit une 3e règle qui est un encadrant pour 6 enfants, quel que soit leur âge et donc s'ils sont marcheurs ou non marcheurs. Mais cette règle n'est pas appliquée et ne sera pas appliquée. Ça fait partie de la négociation. L'autre point, c'est la perte d'attractivité des métiers de la filière petite enfance, qui s'est notamment aggravée avec ces faits divers qu'on a connus, plus le rapport de l'IGAS,
et avec, il faut bien le dire, les bêtises qu'on entend sur ces métiers. Parce qu'on entend à travers des chaînes sensations, on va dire, des actes de maltraitance. Il faut savoir que le rapport de l'IGAS que j'ai là, que j'ai lu attentivement, il y a des inspecteurs donc généraux de l'action sociale qui ont interrogé 5275 directeurs de structure, visité 36 crèches. Alors le département de l'Ouest ne faisait pas partie des départements retenus, c'était dans la Somme. Le plus près d'ici, c'était dans la Somme. 12 545 professionnels, ce qui représente entre 9 et 10% des professionnels qui travaillent dans les établissements d'accueil du jeune enfant, et 27 671 parents. Donc si vous additionnez tout ça, ça fait environ 45-46 000 personnes interrogées. Et il y a 2000 témoignages de maltraitance qui ont été signalés aux inspecteurs de l'IGAS. Ça représente 3%. Alors, vous allez me dire, c'est 3% de trop. Mais il faut savoir que la maltraitance répond à des critères très très précis. Et que donc ce qu'on entend à la télévision sur des enfants attachés à des radiateurs, que sais-je encore, ça c'est vraiment tiré par... c'est vraiment faire du sensationnel avec des faits qui, s'ils existent, parce qu'il faut encore les vérifier ces faits-là, de toute façon sont très 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 peu courants. Et donc il faut absolument rendre grâce aux professionnels de la petite enfance, parce que ce sont des métiers qui sont très difficiles et qui exigent un certain nombre de compétences professionnelles. J'ai lu dans ce rapport, il y a une professionnelle qui disait moi j'entends les parents qui viennent me voir, ils me laissent leur gamin et ils me disent au revoir, ils disent au revoir au gamin, ils me disent au revoir, amusez-vous bien. Et donc la professionnelle en question disait mais on n'est pas là pour s'amuser, on est là pour faire un vrai boulot, parce que ce boulot, ça veut dire s'occuper du développement de l'enfant, du bon développement de l'enfant, de son développement cognitif, de son développement émotionnel, etc., etc. Et donc ça, c'est un vrai métier. C'est un vrai métier, il faut rendre grâce au professionnalisme de ces personnels qui, il faut bien le dire, sont, en règle générale, mal payés. Je sens que je vais être approuvé là-bas au fond de la salle. Alors, pour revenir à mon propos, pourquoi nous en sommes là ce soir à choisir un délégataire? Parce qu'en fait, il y a, par rapport à ces enjeux qui sont importants, alors je ne vous parle pas non plus de la judiciarisation croissante du niveau de responsabilité et d'exigence au niveau des responsables de ces structures, hein. Et puis le fait que les parents ont des attentes sociales et affectives extrêmement fortes vis-à-vis de ces structures-là. Pourquoi je parle de ça? Il faut savoir que nous, collectivités, nous travaillons dans le cadre d'une clause de compétence générale. C'est-à-dire que ce qui définit le travail de la commune, c'est un article du Code général des collectivités territoriales qui dit le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Ça veut dire qu'on peut s'emparer de tous les sujets. Sauf qu'il y a des sujets comme celui-ci, en ce moment, dans ce contexte bien précis que j'ai essayé de détailler, j'ai peut-être été un peu long, excusez-moi, fait que ce n'est pas, je pense, la seule bonne volonté des élus armés de la clause de compétence générale qui peut répondre aux défis et aux enjeux qui se posent dans ce secteur. Déjà, on voit de plus en plus s'instaurer une espèce de concurrence entre des collectivités pour aller chercher les personnels qualifiés des uns chez les autres. Donc, il nous a semblé
et il nous semble judicieux de s'adresser à une structure dont c'est le cœur de métier, la petite enfance, qui va aider la collectivité à relever ses défis et ses enjeux. C'est ça le sens profond de ce qu'on veut faire aujourd'hui. Alors, il ne s'agit pas d'abandonner le personnel. Dès demain, il y aura des réunions. Le personnel est informé de ça. Je rappelle que le personnel garde son statut de fonctionnaire public territorial, c'est-à-dire qu'il garde son grade, il garde son avancement, c'est-à-dire que durant cette période où il sera détaché, l'avancement, les échelons, etc., tout ça se poursuivra. Ils vont même garder, on a négocié ça, leur caisse de retraite, la caisse de retraite publique. Hein. Ça, c'est un petit plus qu'on a réussi à négocier. Et donc, ce personnel sera détaché dans une structure. Alors, pour arriver on a eu donc une offre qui a recueilli une candidature, pardon, qui a recueilli 3 offres. Il y avait l'offre d'une structure privée People and Baby. Il y avait une deuxième offre qui était mon offre, je peux le dire, de cœur, qui émanait d'une structure associative relevant de l'économie sociale et solidaire, la Ligue de l'enseignement. Et il y avait une troisième offre qui émanait d'une autre structure privée qui s'appelle les Petits Chaperons Rouges. Et donc nous avons lancé des négociations. Alors j'ai oublié de remercier M. Joannet, je l'ai fait ou pas? Non. Donc nous avions évidemment avec nous pour mener ces négociations donc les compétences notamment de nos techniciens ville, de Mme Christelle Bernard, mais aussi de M. Johannes qui était notre AMO, on va dire, on peut dire ça comme ça, assistance à maîtrise d'ouvrage, qui nous a aidés dans ces négociations, parce que c'est un professionnel de toutes ces réglementations, etc., etc. Et donc nous avons négocié et retenu au final l'offre de Les Petits Chaperons Rouges. Pourquoi nous avons retenu cette offre? Là encore, je l'ai expliqué, pour des raisons d'abord de projet pédagogique. Alors il faut savoir que le temps où dans les crèches on accueillait un tube digestif et il suffisait de lui donner à manger, de le faire dormir pour assurer son bon développement, ce temps est fini. Et heureusement, c'est pas seulement dormir et manger, hein, c'est tout ce qui est développement psychologique, moteur, émotionnel, etc., etc. Donc ça veut dire des activités. Et il faut savoir que les Petits Chaperons Rouges nous ont, on va dire, séduits par leur professionnalisme et les différentes activités proposées, notamment des ateliers sensoriels, et puis s'inspire beaucoup de la pédagogie Montessori. Bon, alors après, c'était dans le cadre de la négociation. J'ai quand même visité une crèche dans le cadre une ou deux crèches dans le cadre de ces différents contacts. J'ai pas spécialement vu les choses on va dire en situation. Hein. Donc le projet pédagogique énoncé est assez on va dire cohérent et puissant. Deuxième chose, ce sont ceux qui nous ont dit nous allons créer une société dédiée localement et donc nous ne changerons pas l'organisation du travail. C'est-à-dire que le personnel est assuré, et ça c'est une règle de la DSP, de bénéficier d'au moins l'équivalent de l'ensemble des avantages qu'il possède à l'heure actuelle, notamment évidemment au niveau salaire. Et donc il faut savoir que les Petits Chaperons Rouges sont adhérents à une convention collective nationale, la convention collective nationale des services à la personne, et que donc à ce titre, il y a des relations sociales et des négociations salariales annuelles. Je disais, je ne sais plus ce matin, je disais que j'ai repéré un accord salarial sur
augmentations de salaire là, qui ont été signées en 2022. Et donc ça veut dire que ça va changer, mais rien ne va changer. C'est-à-dire que ce sont les mêmes locaux, c'est à peu près le même personnel, à 4 exceptions près, j'y reviendrai si vous permettez. Et la même organisation, c'est-à-dire que les personnels qui travaillaient chez nous 39 heures avaient un certain nombre de jours de RTT, vont garder ça. Et il y avait des personnels qui travaillaient 38 heures et qui avaient moins de jours de RTT, ben, ils vont continuer aussi à garder ça. C'est-à-dire que le modèle sur lequel on a pu négocier et sur lequel on a été entendu, c'est ça. C'est-à-dire que l'organisation de travail, les équipes de direction restent les mêmes, les équipes techniques face aux enfants restent les mêmes, etc. etc. Ça, c'est la deuxième raison du choix des petits chaperons rouges. Et je dirais même qu'il y a des sujets où ils nous ont... où ils sont même, on va dire, mieux disants que nous. Par exemple, j'évoquais le sujet de Croque-Sourire, où ils vont recruter en plus une EJE ou une auxiliaire de périculture, je ne sais plus trop, parce que entre le dortoir et la salle d'activité, on ne peut pas faire de porte. Et comme ils ont un protocole particulier, notamment sur ce qui se passe pendant la sieste des enfants, ça suppose qu'il y a en permanence, pendant la sieste des enfants, un professionnel auprès des enfants qui font la sieste. Et donc, ils l'ont signalé et ils vont recruter un professionnel. C'est un exemple pour vous dire que sur des sujets, ils ont même été plus loin que l'existant. Donc, pour toutes ces raisons, alors financièrement aussi, évidemment, on a regardé au niveau finance. Alors, je le dis tout de suite, c'est pas fait pour faire des économies, hein, cette affaire-là. C'est-à-dire que le coût en régie et le coût de les petits chaperons rouges, c'est quasiment le même. C'est pas fait pour faire des économies, mais par contre, comme on va enchaîner après sur une DSP2, ça veut dire qu'on risque d'avoir pour un coût identique de service petite enfance de la ville en régie. Alors après, c'est compliqué. La référence, c'est l'année 2019, parce que 2020-2021, il y avait Covid, donc la référence, c'est l'année 2019 et 2022. Pour un coût identique, on va pouvoir passer de 65 plus 28, plus des SP2, mais on y viendra tout à l'heure, 40 places. C'est-à-dire qu'on risque d'avoir... On risque pas. On travaille pour avoir une offre petite enfance qui monte jusqu'à 150 places. Alors attention, parce que les places, c'est pas non plus... C'est compliqué, parce que une place n'est pas un enfant. Hein. Une place, ça peut concerner plusieurs enfants, puisque l'enfant, il n'est pas forcément à la crèche du lundi au vendredi. Et donc, souvenez-vous du début de mon propos, je vous ai dit, on répondrait à la demande à 300. Si on arrive à faire ce qu'on fait, ce qui suppose donc la DSP2 sur l'établissement FICOP, plus la micro-crèche du côté des Coteaux, sans oublier donc les MAM qui sont autre chose, les maisons d'assistantes maternelles. Il y a un projet de MAM à Nogent-sur-Oise. Une MAM, c'est 4 assistantes maternelles qui se regroupent et qui s'occupent chacune de 4 enfants. Donc c'est un lieu où il y a 4 assistantes maternelles et maximum de 16 enfants. Donc en coordonnant tout ça, on risque d'avoir 150 places à offrir à la population nogentaise, ce qui serait pas mal. Voilà, je ne sais pas si j'ai fait le tour de la question, j'étais un peu long, vous m'en excuserez, mais le sujet, je me suis un peu immergé dans le sujet. C'est un peu ce qu'on a mis dans la délib, je crois. Et donc, il vous est demandé d'approuver le choix de la Société des Petits Chaperons Rouges, LPCR, comme délégataire de service public pour la gestion de services publics d'accueil des jeunes enfants des multi-accueils Croque-Sourire et Cap Canaille, d'approuver le contrat de délégation
pour une durée de 5 ans, à compter du 28 août 2023, de m'autoriser à signer le contrat de délégation de service public et de m'autoriser à prendre toutes les mesures nécessaires pour la mise en place, l'exécution de ce contrat de délégation de service public. Pour finir, pour celles et ceux qui s'interrogent sur les petits chaperons rouges, je parle notamment à celles et ceux qui nous écoutent, en sachant que demain, nous réunirons les parents actuels, les salariés évidemment, mais aussi les parents, demain soir, pour évoquer... Alors, les petits chaperons rouges, c'est une structure qui est née en 2007, qui est née d'un monsieur... j'ai plus son nom très précis en tête, mais à consonance corse, on va dire, qui est le numéro 2 du secteur en tant qu'opérateur privé, qui a développé des crèches en France, mais qui a aussi des structures en Allemagne, en Angleterre, mais aussi en Amérique du Nord. Et il faut savoir que la structure du capital de c'est une société d'action simplifiée. La structure du capital, c'est donc le fondateur qui en possède un peu plus de 50%. 41%, c'est un fonds d'investissement dans la petite enfance, qui s'appelle Azureo, si ma mémoire est bonne. Et puis, le reste, c'est la banque publique d'investissement, qui est au capital. Donc, c'est une structure privée qui existe depuis 2007, mais qui n'est pas là pour servir, à ce jour, pour servir des actionnaires, puisque l'ensemble de ces... Alors, le chiffre d'affaires annuel en ce moment, c'est 50 millions d'euros par an, subventions comprises, subventions publiques comprises, hein, et pour un résultat net de l'ordre de 3 millions d'euros. Donc ça veut dire un résultat net de une rentabilité de 5 à 6%. Sauf que tout ça est réinvesti dans les fonds propres. C'est-à-dire que c'est une structure qui réinvestit tout parce qu'elle est en plein développement. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de distribution de dividendes, il y a un réinvestissement dans la croissance de cette structure. Voilà, j'en ai terminé. Si vous la souhaitez. Alors c'est à moi. Ouais, j'ai bien entendu le débat, la situation sur l'accueil des enfants en bas âge, et je partage le fait que les métiers sont en tension, que ce sont des beaux métiers, qu'il y a besoin de les développer, tout ça on est d'accord. Y compris sur le nécessaire développement. Sauf que là, on est confronté finalement, je vais rapidement faire l'explication de vote, hein, parce qu'on a déjà eu ce débat une première fois, donc je ne vais pas y passer des heures. On est confronté à une délégation de service public sur de l'existant, donc qui n'apportera rien. Alors, vous nous dites qu'ils ont des compétences qu'aujourd'hui on n'est pas capable d'avoir dans le public. C'est vrai que là, il y a encore un petit tropisme macroniste, hein, finalement, sur cette logique qui consisterait finalement à faire appel à des experts. Bon, c'est pas McKinsey cette fois-ci, c'est Petit Chaperon Rouge. Je veux bien concevoir que c'est un peu différent, mais on a normalement une capacité, et on a eu par le passé, on devrait toujours avoir, c'est d'ailleurs ce qui nous fait pêcher aujourd'hui en France, à développer un service public qui réponde à ces questions-là. Et on devrait avoir la possibilité de développer notre expertise. Là, de nouveau, on la délègue, et la DSP, c'est ce qu'il y a de plus cher à terme. On peut regarder toutes les DSP qui ont été faites sur le plan national, les études de la Chambre régionale des comptes, c'est le système le plus coûteux in fine. Donc là, on est en train de donner de l'existant à finalement un délégataire. Vous nous avez expliqué que c'était pour développer finalement des places, puisqu'on en manquait, il fallait développer des places. Cette délibération ne va développer aucune place. Là, on est en train de donner l'existant. C'est la délibération numéro 2. Mais pourquoi donner ces places aux petits chaperons rouges, alors que de toute façon, on va relancer un appel d'offres que je ne partage pas non plus, hein, je vous rassure tout de suite, on va voter non pour les deux. Mais on va relancer un appel d'offres pour un autre délégataire pour créer des places. Pour l'instant, cette délibération, ce n'est pas une création de places, c'est juste qu'on confie finalement
la gestion à un privé, considérant qu'on n'est pas capable, mais ça c'est votre avis, moi je pense qu'on doit pouvoir le faire, et que là il y aurait peut-être d'ailleurs une réflexion à avoir sur l'AXO et à mutualiser des choses. Voilà un point sur lequel on pourrait recruter un expert sur plusieurs villes, mais bon voilà, le choix n'est pas celui-là. Là on délègue, et à terme, alors évidemment c'est alléchant, évidemment là tout est alléchant. Moi je ne sais pas ce que sera la suite des événements. Je préfère qu'on garde un contrôle public en régie et qu'on développe notre expertise si aujourd'hui elle est en difficulté. Voilà, donc on votera contre cette délibération. On votera également contre la deuxième, puisque là encore, on risque, mais on risque surtout de ne pas avoir grand-chose. On est vraiment dans l'expectative, on confie à une... Enfin, de nouveau, on relance des délégations, on ne sait pas ce qu'elles seront. On sait par contre que, de nouveau, on va confier à du privé, à des conditions, on verra bien lesquelles. Bien, oui, alors j'ai l'impression que, bon, on m'avait pas trop écouté quand même. Je redis que le choix que nous faisons, c'est le choix de la spécialisation et de faire appel à des opérateurs dont c'est le cœur de métier. Et je pense que ces opérateurs dont c'est le cœur de métier sont plus à même qu'une collectivité qui dispose d'une compétence générale à faire face aux enjeux, aux défis. Vous dites, alors vous avez dit, ouais, on n'est pas capable. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai pas dit qu'on n'était pas capable. La preuve, le service qui a été fait jusqu'à ce jour est de qualité. Nous anticipons les difficultés à venir, déjà actuelles, mais à venir de ce secteur. Difficultés de recrutement, difficultés de retrouver, alors en plus partiellement, puisque les assistantes maternelles restent du domaine de la collectivité, je ferme la parenthèse. Nous anticipons les difficultés à venir, au même titre que, par exemple, si je prends d'autres exemples dans d'autres domaines, nous avons un sujet dans les piscines, sur les maîtres nageurs sauveteurs. Là, il faut savoir que la piscine de Nogent-Villers, on va devoir fermer au mois d'août parce qu'on n'aura pas le personnel qu'il faut, etc. Donc on a des pénuries de main-d'œuvre qualifiée dans un certain nombre de secteurs où il faut bien trouver des solutions. Alors l'autre jour, M. Abran, en toute com, il a dit par principe on refuse. Et là vous me dites ouais, de toute façon vous avez le tropisme de l'expert macronien. Moi je suis pas, c'est pas faire appel à des experts, c'est faire appel à des personnels qualifiés qui gardent leur statut de fonctionnaires publics territoriaux et qui vont en étant détachés auprès de cette structure, qui vont pouvoir exercer dans des conditions que nous avons négociées, qui sont les plus favorables pour le personnel, parce que c'est là où on n'est pas trop d'accord les uns les autres, parce que bon, il y a la gauche du verbe et de la parole, blablabla, blablabla. Là, vous êtes un peu blablabla là-dessus. Nous, on est dans la réalité. Il faut se coltiner le réel. Donc, si un jour vous voulez accéder et gérer une commune, une collectivité, il faut se coltiner le réel. Et se coltiner le réel... Juste professionnellement, je me coltine un peu le réel tous les jours. Voilà. Le manque de personnel, je sais parfaitement ce que c'est, et je sais qu'on peut avoir recours à du public. On a fait aussi ces choix dans la santé, c'est exactement les mêmes démarches, en me disant non. Ça va s'améliorer, et ça ne marche pas. Donc après, vous pouvez me raconter la messe, et être très désagréable, parce que vraiment, du blablabla, moi je ne fais pas parler comme ça. Mais non, mais c'est pas possible de parler comme ça. Ah bon. Je ne fais pas du blablabla, j'explique un point de vue. Non, mais vous me faites, vous êtes très désagréable. Mais non, mais vous dites que je suis... qu'on retrouve un je normal, tropisme d'expert. Je ne partage pas. Bah oui, mais c'est exactement ça. C'est pour ça que ça va changer, vous m'avez dit. Non, mais écoutez-moi, Monsieur Penn, vous m'avez dit un jour, moi, c'est pas la gauche machin, c'est la gauche syndicale. C'est la gauche du réel. C'est ce que vous m'avez dit un jour, si ma mémoire est bonne. Je ne sais plus comment j'ai dit ça, mais oui, plutôt un syndicaliste. Vous m'avez dit, je suis plutôt un syndicaliste. Ah, ma culture, elle est là. Et là, si vous avez une culture de syndicaliste, comme vous le dites, vous avez dû entendre ce que j'ai dit sur cet organisme, sur le fait qu'il y a une convention collective nationale, sur le fait qu'il y a des protocoles de négociation salariale tous les ans, etc. Donc si je me... Si je me mets du point de vue du réel et du syndicaliste que vous êtes, vous devez avoir entendu ce que je vous ai dit. Parce qu'on nous a fait un procès d'intention au début, quand on a dit on va regarder l'éventuelle mise en place d'une DSP,
On nous a dit, oui, mais attention, c'est la privatisation, le personnel, les fonctionnaires, ils vont en prendre plein la vue, etc. On a passé 10 mois à faire en sorte de trouver un partenaire avec lequel on a négocié pied à pied pour que ça se passe au mieux pour le personnel. Et donc on verra, vous avez pris une date, hein, puisque vous avez dit on verra bien comment ça se passe. Donc moi je vous fiche mon billet, on se donnera rendez-vous. Parce qu'une DSP, ce qu'il faut bien comprendre aussi, j'ai pas de doute sur le fait qu'elle va être votée. Ça va être contrôlé. Non mais, vous avez le droit d'être contre, mais j'ai le droit de vous titiller un peu sur le fait que vous ne faites pas avancer d'un iota la résolution des problèmes que je viens d'évoquer. Les problèmes de pénurie de main-d'œuvre qualifiée, les problèmes de demande sociale, les problèmes de sécurité. Vous non plus. Ah si, moi je le fais avancer en vous expliquant que le cœur de notre démarche, c'est de s'adresser à un organisme dont c'est le cœur de métier. Votre délibération, c'est de donner un organisme dont c'est le cœur de métier, si vous voulez, de l'existence en création. Tout. Voilà, c'est ça, votre délibération. Oui, mais là, non, là vous êtes de mauvaise foi. Non, je ne suis pas de mauvaise foi. Vous avez une délibération 2. On va passer à DSP2 et vous savez très bien... c'est ça. Je suis pas de mauvaise foi. Non, mais si, parce que vous savez très bien, quand on vous a présenté le projet, je vous ai dit il y aura une DSP1 et une DSP2. Et vous avez même argumenté à l'époque, je me rappelle, sur le marketing, que vous étiez contre le marketing de la DSP1 pour faire de la DSP2. Exactement. Et exactement. En plus, exactement. On est d'accord. En plus, vous n'utilisez même pas ce marketing parce que vous filez la DSP1 à une structure et ce ne sera pas forcément la même sur la DSP2. Donc là, on est en train de faire quelque chose qui est inutile. Voilà, je le dis. Mais non. On n'est pas d'accord, on en prend acte, mais moi je pense ça. Sauf que si vous êtes en situation, un jour, de gérer une collectivité, là vous m'inquiétez sérieusement. Vous m'inquiétez sérieusement, parce que gérer une collectivité, c'est affronter les problèmes du réel. Alors j'ai dit gauche blabla, je le retire, je ne vais pas vous fâcher, mais il y a aussi une gauche qui... est dans le cambouis, c'est-à-dire qui met les mains dans le cambouis, qui ne se contente pas d'une position de dénonciation ostentatoire, parce qu'il y a des mecs brillants. Je vous réinvite, dans ce cas-là, à regarder mon trajet sur ce que je fais. Mais c'est pour ça que vous m'étonnez. Mais oui, parce que vous m'avez dit, moi je suis on n'est vraiment pas d'accord sur. Moi je suis la gauche syndicale, vous m'avez dit, moi je suis la gauche directe, je suis la gauche syndicale. Sur les mains dans le cambouis, il me semble que sur cette agglomération et sur ce que ça implique pour la santé des gens, j'ai un peu mis les mains dans le cambouis. Eh bien, reconnaissez qu'en faisant ce qu'on fait, ce n'est pas ce que vous avez dit. Je pense que vous faites une erreur. Mais que nous mettons... Votre délibération, je pense qu'elle c'est une erreur. Vous avez dit c'est inutile. Je pense qu'elle est inutile, celle-là. Ce n'est pas inutile, c'est on met les mains dans le cambouis, et 2, on propose une solution d'avenir. Là où vous êtes uniquement dans l'incantation et dans la non-solution. Mais bon, on va pas éterniser le débat, mais là, il y a un désaccord de fond il y a un désaccord sur la conception de ce que doit être l'action publique locale. Et donc, vous m'inquiétez. Bien, oui, pardon. Oui, simplement, parce qu'on intervient sur le sujet. Effectivement, au début, on avait aussi une certaine appréhension concernant surtout les personnels, hein, c'est clair. Hein. Et c'était vraiment ce qu'on voulait voir en exergue, je dirais, dans tous ces prestataires. Aujourd'hui, nous, on est rassurés. Moi, personnellement, je suis rassuré. Je suis rassuré de ce qui se fait. Le fait qu'on passe par un organisme spécialisé, je dirais, dans le domaine, ça ne me choque pas plus que ça. Vous savez, je passe toutes mes journées à discuter avec les chefs d'entreprise. Et aujourd'hui, ils ont tous ces problématiques-là. Ils ont tous ces problématiques de recrutement. Ils ont tous ces problématiques de recherche du personnel. Et ils passent aussi par les organismes spécialisés. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Donc, quelque part, c'est pas choquant. Maintenant, ce qui est important, c'est vrai que c'est vraiment la pérennité du personnel, leurs avantages, qu'ils gardent leur poste, qu'ils ont une garantie de garder leur poste et leurs privilèges. À partir de là, je pense que, personnellement, je trouve que c'est une bonne idée. Merci de cette position. Et enfin, je ne vous ai pas répondu, mais vous dites les DSP, c'est plus cher. Vous ne m'avez pas écouté. Là, je vous ai dit que financièrement, on verra au terme de la DSP2, on fera les comptes. Et je vous ai dit que c'était... on gagnait pas d'argent, mais ça coûtait pas plus cher forcément. Donc on verra. Bien, je mets aux voix. Donc qui est contre? 5. Qui s'abstient? Je n'en vois pas.
qui vote pour? Vous avez compté? 29 pour. Donc il en est ainsi décidé. Et dès demain, donc, il y aura des réunions avec le personnel le matin. Bon, alors il y en a déjà eu. Hein. On reste en lien avec le personnel dans ces affaires. Et puis la structure retenue viendra dans l'après-midi se présenter au personnel sur les différents lieux de travail. Et ensuite, le soir, on aura une réunion avec les parents. Alors, la DSP, donc ça, c'était la délib sur la DSP1. Alors, sur la DSP2, bon, j'y viens, on a fait une DSP2 où on a été un peu trop gourmand, puisqu'on a demandé une DSP2 avec les 40 places FICOP pour un établissement d'accueil du jeune enfant, et on a rajouté la structure des coteaux. Et donc, sur cette DSP-là, on a lancé une offre, on a eu une réponse. Donc on s'est inquiété de savoir pourquoi on avait une seule réponse. En fait, il faut savoir que entre un établissement d'accueil de jeunes enfants qui est financé par la PSU, excusez-moi, c'est technique, mais prestation sociale unique, c'est l'organisme qui gère la structure, qui est financé par la CAF. Donc il faut savoir que les financeurs des établissements de jeunes enfants, il y a les familles, évidemment, les parents, mais il y a aussi la CAF à travers des différents outils. Et donc là, pour le coup, le AJE, les 40 places FICOP, ça sera dans le cadre de la PSU. Donc c'est la structure qui sera financée. Par contre, quand on fait une micro-crèche, on est dans le cadre du complément à la gestion, enfin du complément de ressources versées par la CAF aux familles. Dans le cadre de ce qu'on appelle la PAGE, la prestation d'accueil du jeune enfant. Donc en fait, on a mélangé deux types de financement qui font que notre offre de DSP2 n'a pas forcément été bien comprise ni reçue. Donc, il vous est proposé de constater, c'est le sens de la délibération, hein, comment on appelle ça, infructuosité, c'est ça? Et puis de relancer ensuite la DSP2 autour du seul établissement d'accueil du jeune enfant de FICOP, à savoir les 40 places. C'est bien ça. Donc il vous est demandé, alors je ne refais pas le débat sur la DSP2, mais il vous est demandé de constater l'infructuosité de la précédente procédure de mise en concurrence, enfin de celle qu'on avait mise en place, puisque la commission de délégation de service public m'avait invité à écarter la seule offre réceptionnée, et puis d'approuver les caractéristiques revues de cette délégation, à savoir le fait qu'on fait une délégation de service public numéro 2 uniquement sur l'établissement qui sera en lieu et place de FICOP et qui est appelé à remplacer la halte garderie qui comportait 10 places et de passer à 40 places. Donc là, c'est pas inutile et c'est du supplémentaire. C'est pas de l'existant, c'est du supplémentaire, monsieur Penn. Et donc c'était dès le départ annoncé. Et donc, de passer... alors on lui a donné un nom, mais je cherche le nom. C'était quoi le nom de cette structure? Oui, l'îlot câlin, voilà, merci. Et donc, non, mais l'îlot câlin, on connaissait, mais le nouveau nom, c'est de laisser tomber le projet Libellule. Voilà, c'est ça que je cherche. Donc, sur cette donc, délégation de service public numéro 2, ainsi reformatée, que nous allons relancer et sur laquelle nous allons aller à la recherche de candidats, je mets aux voix, donc, parce que nous sommes, on va dire, au milieu du gué. Même vote, 5 contre,
Donc on pourra dire que vous n'êtes pas favorable à l'augmentation du nombre de places en crèche à Nogent-sur-Oise. Non, je vous taquine, monsieur Penn. Vous pourrez dire ce que vous voulez. Je suis favorable à l'augmentation du nombre de places en crèche, pas par cette méthode, c'est tout. Et, votre méthode est... On voit pas très clairement. Après, c'est encore une votre question méthode. de choix politique, budgétaire. Ah oui, non, mais... On n'est pas dans le yaka faucon, nous, on essaye d'être concret. Et donc là, ce sont des places qui seront ouvertes en janvier 2024. Donc, vous voyez, on essaye d'être concret et rapide pour répondre aux besoins des familles. Même vote. Donc, adopté. Merci. Donc, je suppose que le débat perdurera. Alors, la prochaine, c'est... Et moi. Allez-y, Madame Patricia Richard. Alors, il s'agit d'un... Bonsoir à tous, pardon. Il s'agit d'une délibération portant sur un avenant, l'avenant numéro 2 à l'accord cadre du lot 2 des transports, sorties et excursions et de nouvelles introductions tarifaires. Donc, le conseil municipal a entériné l'attribution de 2 accords cadres sans montant mini ni maxi pour assurer les transports collectifs de la ville de Nogent-sur-Oise à la société CFTM. Donc le lot numéro 1 concerne les circuits navettes et transports intramuros et le lot numéro 2, les transports, sorties et excursions. Ces 2 accords cadres constituent des prestations de service public. Un avenant numéro 1 aux 2 accords cadres a introduit la clause de respect des principes d'égalité, de laïcité et de neutralité que nous avons déjà voté. Le lot numéro 2 spécifie que lors des sorties et excursions, il y a une mise à disposition d'un autocar pour une durée allant de 1 heure à 9 heures. Or, pour satisfaire les besoins de la collectivité, certains transports impliquent un dépassement de cette étendue horaire. De plus, il a été constaté une erreur matérielle du nombre de kilomètres établi à 270 allers-retours pour la sortie de Berck-sur-Mer du service jeunesse dans le cadre de Nogent-la-Mer, alors que ce trajet représente 367 km, soit une différence de 97 km, pour un montant de 113,49 € hors taxes supplémentaires. Dorénavant, les tarifs sont les suivants. Donc, pour 367 km aller-retour pour le même trajet, pour un quart de 35 places, 571,31 € hors taxes, pour un de 59 places, 618,27 € hors taxes, et pour un autocar grand tourisme de 59 places, 648,79 € hors taxes. Par conséquent, il est nécessaire d'insérer par voie d'avenant au contrat un tarif permettant de rémunérer le prestataire pour toute amplitude horaire effectuée au-delà de 9 heures de trajet à 76 € hors taxes par heure supplémentaire et de porter également la modification du kilométrage pour la sortie régulière de Berck-sur-Mer de la jeunesse. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la passation d'un avenant numéro 2 à l'accord cadre du lot 2, transport, sortie et excursion, pour approuver les modifications tarifaires dont le tarif horaire supplémentaire, d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant numéro 2 et tous les documents s'y rapportant. Merci. Donc sur cet avenant numéro 2, des votes contre, des abstentions, adopté. Monsieur Carmon pour un autre avenant. Oui, alors donc c'est un avenant qui vous avait déjà été présenté lors du conseil municipal du 27 mars 2023 et qui avait d'ailleurs approuvé à cette époque-là. Mais faisant suite à une discussion avec la société Dalkia, il s'est avéré nécessaire d'affiner la définition du besoin de la commune pour le futur marché et d'élaborer de façon plus précise son cahier des charges pour la mise en place de nouveaux moyens techniques qui permettront d'optimiser les dépenses énergétiques. La collectivité a donc décidé de proposer un nouveau projet d'avenant numéro 1 de prorogation de la durée initiale des marchés pour une durée de 6 mois afin de permettre à la collectivité d'achever la préparation du prochain appel d'offres. Cette hausse représentant une évolution des 2 marchés d'un taux supérieur à 5%, les avenants ont été présentés pour avis à la commission d'appel d'offres en sa séance du 20 mars 2023. Le calcul de l'appurement défini à l'article 6 du CCAP est prévu en fin de marché sera reporté à la nouvelle échéance précisée dans l'avenant. Afin d'introduire ces nouvelles dispositions, il est nécessaire de passer un avenant numéro 1 au marché conclu avec la société Dalkia.
Il est donc demandé au Conseil municipal d'approuver la passation d'un avenant numéro 1 au lot 1 et 2 des marchés d'entretien et d'exploitation des installations de chauffage, d'eau chaude sanitaire, de ventilation et de climatisation des bâtiments communaux pour prorogation de leur durée de 6 mois et agrément des modifications induites, et d'autoriser Monsieur le maire à signer les avenants numéro 1 et tous les documents s'y rapportant. Merci, Monsieur Caron. Donc, voilà, tout est expliqué. Je ne vais pas refaire le... Pas d'abstention, pas de vote contre. Adopté. Nous passons à la vie associative avec Madame Lefebvre. Subvention exceptionnelle à l'association de jumelage Nogent-Aïda. L'association Nogent-Aïda a été approchée par la JPF pour faire partie d'une délégation qui va se rendre en Palestine du 25 au 30 juin. 53 personnes participent à cette délégation, 53 personnes sur 53 ou 55 personnes sur l'ensemble de la France et des associations de jumelage. Et de fait, l'association propose à 3 de ses adhérents de partir. Et je vois que Nurier est déjà sorti de la salle parce que Nurier Topal, qui est délégué aux relations internationales, va faire partie de ce voyage. Donc c'est pour ça qu'elle est sortie de la salle et ne participera pas au vote. Donc l'association de jumelage a sollicité l'octroi d'une subvention exceptionnelle auprès de la commune, une subvention de 4 800 €. Il est donc demandé au conseil municipal d'octroyer cette subvention exceptionnelle au profit de l'association Nogent-Aïda au titre de sa participation à une délégation en Palestine organisée par l'association pour les jumelages entre les camps de réfugiés palestiniens et les villes françaises. D'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents et évidemment nous précisons que le paiement de cette subvention exceptionnelle aura lieu sur présentation d'une preuve de la réalisation du voyage. J'ai été contactée par la JPF qui m'a envoyé un devis pour ce voyage. Donc voilà, je garantis que cette subvention sera bien pour ce déplacement. Merci. Pas de sujet là-dessus. Unanimité. Merci. Alors, la prochaine, c'est une subvention et c'est Ginette de Courtrai. Oui, donc l'association Cyclo-Club de Nogent-sur-Oise a sollicité l'octroi d'une subvention complémentaire de fonctionnement auprès de la commune. Il est demandé au conseil municipal d'octroyer une subvention complémentaire en fonctionnement de 20 000 € au profit de l'association CCNO. D'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant à la convention de subvention correspondante et tous les documents afférents. De préciser que, conformément aux règles applicables aux subventions municipales telles qu'approuvées par le conseil municipal, le paiement de cette subvention de fonctionnement aura lieu sur présentation d'une lettre d'engagement d'un expert comptable ou d'un commissaire aux comptes. Merci. Ouais, vous m'avez pris de vitesse. Donc CCNO, donc subvention complémentaire. Bon, je ne reviens pas sur les explications, on les a données en toute com, je crois, en toute commission, sauf s'il y a des questions complémentaires. Donc là, il y avait une retenue sur subvention liée à une situation un peu bizarre sur les locaux. La situation étant en train de se régler, donc on remet la partie qu'on avait amputée à la subvention d'origine. Pas de vote contre. Pas d'abstention. On est ainsi décidé. La dernière délibération, c'est Madame Patricia Richard. Alors, il s'agit d'une délibération portant sur les subventions aux coopératives scolaires. Dans le cadre des sorties scolaires organisées par les écoles, la collectivité propose d'apporter son concours sous forme de subventions de fonctionnement versées aux coopératives scolaires. Il est demandé au conseil municipal d'approuver pour l'année 2023 les montants de subventions suivants, identiques à l'année précédente.
109,45 € par classe pour les écoles maternelles, 24,10 € par enfant scolarisé en classe de CM2 pour les écoles élémentaires. Concernant les écoles élémentaires, l'unité de compte pour la subvention reste fixée au nombre d'enfants scolarisés en CM2. En revanche, la subvention versée aux écoles peut être destinée à l'ensemble des enfants scolarisés dans cette école. D'autoriser par conséquent le versement des subventions citées dans la délibération en référence dans le tableau aux coopératives et aux associations scolaires pour un montant total pour les maternelles de 5 253,60 €, pour les élémentaires de 8 314,50 €, et de préciser que les crédits nécessaires seront imputés au compte prévu à cet effet. Merci. Donc, pour ces subventions aux coopératives scolaires, oui, monsieur Abron. Merci, monsieur le maire. Donc, comme l'a dit Patricia Richard, les subventions actuelles proposées sont du même montant que l'année dernière. Et vous l'avez rappelé lors des commissions, l'inflation sur les papiers sont de plus de 50%. Donc, nous souhaiterions que ces subventions soient revalorisées pour prendre en compte cette inflation, au moins en partie. Et si elles restent en l'état, nous abstiendrons, bien sûr, nous ne voterons pas contre la subvention des coopératives scolaires. Alors, la question a été posée en toute commission et j'avais répondu qu'évidemment, nous avions la possibilité de passer dans le cas d'une décision modificative, une augmentation pour faire face à cette inflation, mais qu'on ne le faisait pas d'entrée de jeu comme ça, on attendait de voir... en fonction de la consommation des crédits, etc., que la demande prenne de la consistance pour y répondre en septembre-octobre par une DM, par exemple. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la gueule. Si vous me dites qu'il faut augmenter maintenant, je dis non, on ne va pas le faire, on a défini une méthode inverse, mais bon, on ne s'interdit pas de le faire. Mais c'est rassurant que ce soit envisagé. Ouais. Oui. Alors, avec tout ça, je ne sais pas si vous abstenez ou si vous votez pour. Non, mais on l'avait... Donc, effectivement, si on est tous d'accord pour revenir en cas de besoin sur une hausse de ces subventions, nous voterons pour la subvention. Très bien, merci. Donc la séance est close du fait qu'on a répondu à la question écrite. Je voulais juste vous informer que vous savez que nous allons avoir des élections sénatoriales en septembre prochain et que Nogent-sur-Oise, vous tous ici autour de cette table avez l'honneur de faire partie des 162 000 grands électeurs qui participent à la décision, participent au vote de ces sénateurs. Et donc, il est prévu dans la France entière, le 9 juin prochain, je vous l'annonce, un conseil municipal de désignation. Bon, alors, nous, il n'y a pas trop d'enjeux, puisqu'on est tous grands électeurs, mais je crois qu'il faut qu'on désigne quand même des suppléants. Un certain nombre de suppléants, je ne sais plus combien. 9. Il faudra qu'on désigne 9 suppléants. Bon, pas encore les noms en tête, mais on fera quelque chose relatif. On va puiser dans notre conseil de coopération citoyenne. Et puis on fera en sorte que toutes les composantes ici représentées soient également représentées parmi les 9 suppléants. Donc ça suppose qu'on se verra en amont de... Mais notez le 9, alors oui, c'est un vendredi. Et donc c'est pour ça qu'on risque de faire ce conseil municipal à 17h30, un truc comme ça. On se verra bien en amont parce que c'est un vendredi et donc je suis de garde à l'hôpital. Donc je ne peux pas la déplacer eu égard au manque de personnel hospitalier, c'est comme ça aussi là-bas. Donc voilà, on verra. Oui. Non mais on verra en amont sur la liste des suppléants. Alors je sais pas si ça s'appelle suppléant, de mémoire. Ouais. Bon, je voulais vous informer, prévoyez le 9 juin. Il y a une heure un peu exceptionnelle, parce qu'on va pas, un vendredi soir, on va pas attendre 20 heures pour embêter le personnel, donc on fera ça à 17h30, 18h maximum. Merci. Pardon ? Ça va durer 15 minutes, oui. Merci à vous et bonne fin de soirée.